à tous. Cette capsule s'inscrit dans une série de formations visant à outiller les acteurs de la filière de valorisation des matières résiduelles fertilisantes, les MRF, dans le cadre de l'entrée en vigueur prochaine d'un nouvel encadrement. L'ensemble des capsules de formation peuvent être trouvées sur notre site web, dont le lien est en description de la vidéo. Aujourd'hui, mon collègue Daniel Ekwala et moi-même, José Dionne, allons vous présenter les exigences réglementaires en ce qui a trait à la catégorisation des MRF. Bonjour Daniel. Bonjour José. On voit ici un rappel des principaux règlements applicables aux activités de valorisation des MRF. Est-ce que tu peux nous situer, Daniel, dans la capsule d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est par rapport à l'ensemble de ces règlements-là? Alors, José, le cadre réglementaire se compose principalement de deux règlements. Il s'agit du règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Ce règlement prescrit les conditions à remplir pour demander une autorisation ministérielle. Il liste les activités qui peuvent être faites avec une simple déclaration de conformité aux conditions que fixe le règlement. Il liste aussi les activités qui peuvent être faites sous le régime de l'exemption, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'autorisation ni de déclaration de la conformité, et fixe également les conditions pour faire ces activités-là. Le deuxième règlement qui nous intéresse, c'est le Code de gestion des matières résiduelles fertilisantes. Ce code-là, quant à lui, fixe les critères de qualité des MRF qui peuvent être épandus en agriculture et en sylviculture au Québec, les règles de stockage avant épandage de ces MRF-là, les conditions d'épandage associées aux activités de valorisation de ces MRF par épandage, ainsi que les critères de qualité des MRF qui peuvent être distribués aux citoyens. D'autres règlements du corpus de la LQE interviennent également, la LQE étant la loi sur la qualité de l'environnement. À titre d'exemple, certaines activités de valorisation de MRF ont lieu sur des lieux d'élevage et des lieux d'épandage, c'est-à-dire en agriculture. Il y a le règlement sur les exploitations agricoles encadre l'ensemble des activités d'épandage de matières fertilisantes en agriculture. De facto, donc, ce règlement s'appliquera à l'épandage de matières résiduelles fertilisantes. Aussi, certains milieux sur lesquels sont valorisés des MRF, c'est-à-dire les lieux d'élevage, les lieux d'épandage et les lieux d'une activité d'aménagement forestier, peuvent se trouver à proximité ou sur des milieux vulnérables. Alors, des règlements comme le règlement sur les activités en milieu humide, hydrique et sensible vont s'appliquer, ainsi que le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection en vue de protéger ces milieux sensibles-là. Parfait. Donc, tu nous as parlé que le code balisait les critères des qualités des MRF qui peuvent être épandus en agriculture et en sylviculture. C'est ça qu'on appelle, si je ne me trompe pas, la catégorisation dont il sera question aujourd'hui. Exact. OK. Mais en quoi ça consiste, dans le fond, de catégoriser une MRF? Catégoriser une MRF, c'est lui attribuer un profil de qualité en fonction de 5 grandes familles de paramètres. Alors, les familles de paramètres sont composées parmi les 5 familles de paramètres, il y a les paramètres chimiques symbolisés par la lettre C, les paramètres microbiologiques symbolisés par le P, le paramètre d'odeur O, des paramètres de corps étrangers E, et enfin les paramètres investigateurs et préventifs représentés par la lettre I. OK. Donc, pour ces paramètres-là, j'imagine qu'en général, on procède à des analyses, puis ces analyses-là vont permettre d'attribuer une catégorie selon la classe de contaminant. Est-ce que toutes les analyses qu'on va faire vont servir à attribuer la catégorie? Alors, ce ne sont pas toutes les analyses qui sont requises qui influencent directement la catégorie, c'est-à-dire qui sont utilisées pour la catégorie. Si on prend l'exemple de la catégorie C, on va voir que ce sont les métaux, les dioxines et furanes qui influencent la catégorie. Par contre, d'autres analyses sont requises. Il s'agit par exemple de la cécité, du pouvoir neutralisant, du phosphore et de l'azote. Ces analyses-là permettent de soutenir la recommandation qui est faite par l'agronome. Il faut toutefois noter que dans certaines circonstances, une catégorie peut être attribuée à un échantillon sous réserve de rencontrer certaines
une certaine qualité que les paramètres analysés indiquent. OK. Donc, pour une MRF donnée, tous les paramètres dont on demande l'analyse ne sont pas nécessairement pris en compte dans la valorisation. C'est exactement ça. Puis sinon, on peut échantillonner un échantillon de MRF ou une MRF. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Alors, quand on parle de caractériser une MRF, il s'agit de prendre en considération l'ensemble des échantillons sur la période de 12 mois qui ont été prélevés pour cette MRF-là. Alors que quand on parle de catégoriser un échantillon, il s'agit de se limiter aux données d'analyse ou des caractéristiques spécifiques à cet échantillon-là. Parfait. Puis sinon, on a parlé qu'on a donc les catégories C, P, O, E, I. C'est quoi les catégories possibles? Alors, dans chaque catégorie, c'est-à-dire une sous-famille de paramètres, on va avoir différentes catégories. Ça va varier de 3 à 4 catégories. Si je prends la catégorie C à titre d'exemple, on aura une catégorie C1, C2 et hors catégorie. Alors que dans la catégorie O, on aura 4 catégories, la catégorie O1, O2, O3 et hors catégorie. Il faut noter ici que plus le chiffre associé à la lettre représentant la catégorie est élevé, plus la MRF a des risques et donc sera soumise potentiellement à des restrictions de stockage ou d'épandage. Donc, on catégorise les MRF selon 5 familles de paramètres dont on vient de parler. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour attribuer une catégorie à un échantillon ou à une MRF? Alors, pour attribuer une catégorie à un échantillon ou une MRF, la première approche, c'est la catégorisation basée sur les données historiques ou empiriques, ce qu'on appelle aussi la catégorisation par défaut. Cette approche-là marche pour la catégorie P, les corps étrangers et les odeurs. La deuxième approche, c'est la catégorisation basée sur les données d'analyse. Alors, cette approche-là, cette deuxième approche, marche pour les contaminants chimiques, les pathogènes, les corps étrangers et les paramètres de la catégorie investigateur et préventif. OK. Donc, d'un côté, on peut avoir une connaissance historique d'une matière qui provient d'un procédé, d'un type de procédé qui subit des traitements connus, qui permet d'attribuer des catégories sans procéder à l'analyse. De l'autre, on analyse la MRF, on interprète les résultats d'analyse en fonction des grilles du code, puis c'est ça qui nous permet d'attribuer la catégorie. Est-ce que tu aurais des exemples de catégories qu'on peut attribuer à des MRF sur la base des données historiques? Alors, si je prends l'exemple des cendres, qui sont des MRF qui sont issus d'un procédé de combustion, il est historiquement démontré que les pathogènes ne résistent pas aux températures élevées. On va donc attribuer au cendres la catégorie P1 sans aucune autre analyse parce qu'on assume que les pathogènes sont détruits par la chaleur. OK, je pense qu'on comprend bien effectivement que dans ce genre de situation-là, on n'a pas besoin de faire analyser la MRF. On peut aussi mentionner qu'il y a des catégories basées sur les données historiques ou catégories par défaut qui ne sont pas nécessairement les catégories les plus élevées. Là, tu as nommé un P1, mais on pourrait reconnaître qu'une MRF est, par exemple, E2 par défaut. Donc, il y aurait des contraintes liées à la valorisation de cette MRF-là. Si jamais le générateur pense que sa MRF pourrait être catégorisée E1, il est toujours possible de faire des analyses pour démontrer que la MRF est E1. Donc, si tu as une catégorie par défaut, tu peux toujours faire analyser. Si tu n'as pas de catégorie par défaut, par contre, tu n'as pas le choix de faire analyser pour catégoriser. C'est bien ça? C'est ça. On a parlé qu'on pouvait catégoriser un échantillon d'une MRF ou une MRF, soit la mise en commun de l'analyse de l'ensemble des échantillons des 12 derniers mois. On peut aussi catégoriser des mélanges de MRF. Donc, on va aborder ces différents sujets-là. Mais d'abord, comment ça fonctionne pour catégoriser un échantillon de MRF? On va voir comment procéder pour déterminer la catégorie d'un échantillon sur la base des données historiques ou empiriques. Et cette approche, comme je l'ai mentionné, marche pour les catégories P, O et E. Cette forme de catégorisation-là, il est important de noter qu'elle s'applique pour les échantillons réguliers et aussi pour les échantillons de vérification.
Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu entends par échantillon régulier et de vérification? Alors, ce qu'il faut entendre par échantillon régulier, ce sont les échantillons que le générateur du MRF a obligation de prendre selon les exigences du règlement. Il y a un nombre qui est minimal qui est fixé par le règlement de ce nombre de ces échantillons-là, alors que l'échantillon de vérification, c'est un échantillon que le générateur de la MRF a obligation de mandater une firme d'échantillonnage accréditée pour le prélèvement. Donc, pour les échantillons réguliers, José, le générateur doit recourir simplement à une personne qui est adéquatement formée au prélèvement de l'échantillon, alors que pour les échantillons de vérification, il doit absolument recourir à une firme de vérification, une firme d'échantillonnage accréditée. OK. Donc là, on dit que l'échantillonnage, pas l'échantillonnage, la catégorie par défaut basée sur les données historiques s'applique pour le P et le O. Et pour le E, ça s'applique pas pour l'échantillonnage de vérification. Donc, j'en comprends que par défaut, il y a une catégorie. Donc, les échantillonnages réguliers n'ont pas besoin d'analyser pour le E quand on a une catégorie par défaut pour le E, mais que lorsqu'il y a un échantillonnage de vérification qui est fait, on doit faire analyser le E, même si on a une catégorie par défaut. Exactement. OK. Et il me semble qu'il y avait des catégories par défaut pour le I, ça se peut-tu? Ah oui, effectivement, mais je vais aborder ça dans le cadre des mesures transitoires à la fin de ma présentation. OK, parfait. Commençons donc par la catégorie O. Pour attribuer une catégorie O à un échantillon de MRF, on va voir dans le tableau 4 de l'annexe 1 du Code de gestion des matières résiduelles fertilisantes, dont on a ici un extrait, si une catégorie est attribuée au type de MRF que l'on souhaite valoriser. La MRF doit également satisfaire aux conditions qui sont inscrites dans le tableau pour l'attribution de la catégorie par défaut. OK, donc si on regarde l'extrait qu'on a là, on est capable de dire que la catégorie par défaut O1 s'appliquerait à tous les composts, tous les biocharbons, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de conditions associées à côté. Mais pour d'autres MRF, comme les biosolides papetiers, c'est seulement si on a un rapport carbone-azote de 70 ou plus qu'on a la catégorie O1 par défaut. C'est exactement ça. Il est quand même important de noter ici que la catégorie O ne s'applique pas à l'échantillon de vérification et par voie de conséquent, la catégorie qui est attribuée par défaut par le tableau 4 de l'annexe 1 sera la catégorie sous laquelle la matière résiduelle fertilisante va être valorisée. Cependant, un générateur peut décider d'améliorer la catégorie O par défaut qui lui est attribué par le tableau 4 de l'annexe 1. Dans ce cas de figure-là, il devra recourir à un test de flairage ou un test d'olfactométrie pour obtenir une nouvelle catégorie sous laquelle il valorisera sa matière. Alors, José, on va continuer avec la catégorie E basée sur les données historiques ou encore catégorie E par défaut. J'imagine que ça va marcher un peu comme le O. Donc, il faut remplir les conditions du type de MRF, puis les conditions particulières là, pour avoir la catégorie par défaut. C'est exact. J'ajouterai quand même ici que, comme vous le voyez à l'écran, il y a un extrait du tableau 5 de l'annexe 1 du Code de gestion des matières résiduelles fertilisantes qui attribue ces catégories par défaut là. Et quand il est mentionné qu'un dégrillage est une condition à respecter, la performance attendue des dégrilleurs est fixée à l'article 13 du Code des matières résiduelles fertilisantes. Je renforce encore ici une fois mon message selon lequel, même si une catégorie E est attribuée par défaut à un échantillon de MRF, lorsqu'un échantillon de vérification est requis, il faudra procéder à l'échantillonnage et à l'analyse de cet MRF-là et comparer les résultats obtenus, cette fois-ci, avec le tableau 6 de l'annexe 1 du code. Alors, on va poursuivre avec la catégorie P par défaut.
Les catégories P par défaut sont également attribuées avec des conditions qui sont dans le tableau 3 de l'annexe 1. Il s'agit généralement de MRF dont le risque de présence significative de pathogènes est faible. On a évoqué plus haut, à titre d'exemple, le cas des cendres, auquel une catégorie P1 est attribuée parce que c'est une MRF qui est générée à haute température et dont il y a destruction et désactivation des pathogènes. Oui, on voit effectivement qu'on parle ici des procédés thermiques de combustion, donc ça va détruire les pathogènes. Donc, on est P1. Donc, on a fait le tour à savoir comment utiliser les catégories basées sur les données historiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque notre MRF n'a pas de catégorie par défaut attribuée par le code? Alors, si notre MRF n'a pas de catégorie par défaut attribuée par le code, il y a deux options qui vont s'ouvrir à nous. Vous voyez que sur la diapositive, on parle de un ou. Ça veut dire qu'on attribue la catégorie par défaut ou on vient chercher pour les paramètres C, P, E et I une catégorie basée sur les données d'analyse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les résultats obtenus pour l'échantillon de la MRF et on va les comparer au seuil maximum applicable qui sont fixés par les différents tableaux de l'annexe 1 du Code de gestion des matières résiduelles fertilisantes. Je mentionnerai ici que l'approche d'attribution marche aussi bien pour les échantillons réguliers que pour les échantillons de vérification. Oui, puis on voit qu'il y a des analyses qui sont possibles pour le haut, mais on y viendra plus tard parce que ça fonctionne un petit peu différemment. Donc, commençons par CPOEI, comment ça fonctionne. Alors, commençons donc par la catégorie C qui est celle des contaminants chimiques. Comme je l'ai dit plus haut, ce ne sont pas tous les paramètres chimiques qui sont pris en compte pour la catégorisation C. Ce sont principalement les métaux et les dioxines et furanes. Oui, et même pour ces contaminants-là, c'est pas toutes les MRF qui sont obligées d'être analysées pour tous les métaux ou pour les dioxines et furanes. Il faut toujours se référer au tableau 8 de l'annexe 1 pour savoir c'est quoi les paramètres à analyser selon le type de MRF qu'on a. Par exemple, pour les biosolides d'abattoir, la seule analyse qui est demandée pour la catégorie C, qui figure là au tableau ici, c'est le cuivre. On va demander d'autres analyses de métaux comme l'aluminium, le fer, le sodium pour des raisons agronomiques, mais ça ne va pas faire l'objet de seuil, ça ne va pas contribuer à la catégorie C. Alors, pour les paramètres à considérer lors de la catégorisation, tous les résultats d'analyse doivent être inférieurs au seuil maximum C1 pour que la MRF soit catégorisée C1, pour que l'échantillon soit catégorisé C1. Par contre, si au moins un résultat est supérieur au seuil C1 et que tous les autres résultats sont inférieurs au seuil C2, l'échantillon sera catégorisé C2. Enfin, s'il y a un seul résultat qui est supérieur au seuil C2, tel que soient les résultats pour les autres paramètres, la MRF va être catégorisée, va être hors catégorie, c'est-à-dire HC. Donc, même si tous mes paramètres sont C1, supposons, mais que mon arsenic est à 42, alors que le seuil C2 est à 41, ça voudrait dire que ma MRF est hors catégorie? Oui, mon échantillon. Ton échantillon est hors catégorie, José. OK. On a également une approche alternative pour attribuer une catégorie C2 à des MRF dont la teneur en des contaminants chimiques qui contribuent à la caractérisation sont supérieures au seuil fixé. Cette approche s'applique pour les MRF dont le pouvoir neutralisant est élevé parce que un pouvoir neutralisant élevé contribue à limiter les quantités de MRF qui peuvent être épandues et par voie de conséquent limiter la charge de contaminants qu'on peut apporter sur nos parcelles. Elle marche aussi pour les MRF qui sont riches en phosphore pour les mêmes raisons que j'ai évoquées plus haut, c'est-à-dire que les apports en phosphore sont limités par la réglementation
et par voie de conséquent limite les apports potentiels en contaminants qui peuvent être rejetés dans l'environnement. Oui, dans le fond, quand on regarde au tableau, on voit qu'on fait un ratio entre la teneur d'un côté en pouvoir chaulant ou la teneur en phosphore, le pouvoir chaulant, bref, et la teneur en contaminant. Donc, plus le ratio est élevé, plus mon pouvoir chaulant est élevé ou plus j'ai de phosphore, donc moins je vais pouvoir en épandre pour respecter les besoins de la culture et du sol. Donc, c'est là que vient là, ce que tu expliquais qu'on vient limiter les teneurs en contaminants qu'on va épandre. Tout à fait, mais José, je réitère encore que ici, là, les MRF qui vont être catégorisés via cette approche-ci seront C2 et donc d'être assujettis à toutes les exigences de l'encadrement relatives au MRF C2. Oui, c'est important. Je constate aussi à ton tableau que cette approche-là ne s'applique pas pour tous les contaminants. Exactement. Elle ne s'applique pas à tous les contaminants. On voit par exemple que pour l'approche basée sur le pouvoir neutralisant, les dioxines et les furanes ne peuvent pas bénéficier de cette approche-là, et alors que pour l'approche basée sur le phosphore, le plomb, le mercure, le cadmium et les dioxines et furanes ne peuvent pas bénéficier de cette approche. Alors, spécifiquement pour les amendements calciques ou magnésiens du domaine d'application de la norme BNQ, des familles de contaminants organiques, volatiles et semi-volatiles sont exigées. Tu parles de normes BNQ, donc les BNQ, le Bureau de normalisation du Québec, et ils ont une norme sur les ACM. C'est ça. Donc, pour ces ACM-là, des paramètres chimiques additionnels relatifs aux contaminants organiques volatiles et aux contaminants organiques semi-volatiles sont exigés. Pour ces paramètres-là, il y a des seuils maximaux fixés. Si l'analyse révèle que notre échantillon a une teneur en contaminants supérieure à la teneur fixée pour la famille de paramètres, pour le paramètre en question, l'échantillon est de facto hors catégorie. Donc, c'est un peu comme on avait vu au tableau 1 et 8 de l'annexe 1. On regardait le tableau 8, savoir les paramètres analysés, et on comparait au seuil du tableau 1. Pour les ACM auxquels on fait référence ici, on regarde le tableau 10 pour savoir les paramètres analysés, et on compare au seuil du tableau 11. Exactement. Parfait. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour la catégorie C. On va donc passer à la catégorie P. Pour la catégorie P, dont vous avez un extrait du tableau à l'écran, les conditions peuvent être liées au type de traitement d'hygiénisation, à la nature des entrants qui ont été utilisés pour produire la MRF, mais aussi associés à des résultats d'analyse pour les salmonelles et le E. coli. Il faut donc que l'ensemble des conditions qui sont prescrites dans le tableau soient respectées pour qu'une catégorie P1 ou P2 soit attribuée à un échantillon. Il est important de mentionner ici que dans le cas des salmonelles, l'échantillon prélevé en triplicata, c'est-à-dire en 3 sous-échantillons, 2 sous-échantillons sur 3 devront confirmer l'absence de salmonelle pour pouvoir conclure sur la catégorie. Pour la catégorie E, l'échantillon doit respecter les seuils qui sont fixés au tableau 6 de l'annexe 1. On peut rappeler que même lorsque la MRF fait l'objet d'une catégorie par défaut, elle doit être analysée pour les corps étrangers lorsque l'échantillon de vérification est requis et catégorisé, et l'échantillon de vérification devra être catégorisé en vertu des paramètres du tableau 6. On arrive finalement à notre dernière catégorie, la nouvelle catégorie I.
Cette catégorie s'applique seulement aux MRF qui sont mentionnés dans la liste 2 de l'annexe 2 du Code. Ce sont des MRF qui ont une certaine probabilité d'être contaminés par des sources industrielles, par exemple des biosolides municipaux, considérant que les réseaux d'égouts peuvent recueillir des eaux usées provenant d'industries, ou des biosolides papetiers qui peuvent intégrer certaines substances dans leur procédé. Donc, Daniel, comment est-ce qu'on catégorise les MRF par rapport à cette nouvelle catégorie I-là? Pour l'instant, il y a une famille de contaminants qui sont inscrits dans la catégorie I. Il s'agit des substances perfluoro et polyfluoroalkylées. Pour ces substances-là, on a 3 paramètres. 2 paramètres individuels qui sont les PFOS et les PFOA. Et on a un paramètre sommatif de 11 SPFA. Oui, les SPFA, dans le fond, c'est une famille de plusieurs milliers de substances. L'encadrement en vise 11. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le processus qui a mené au choix des PFAS incluses dans l'encadrement, je vous invite à consulter notre note technique sur la sélection des SPFA qui sera disponible en description de la vidéo. En résumé, à l'heure actuelle, il y a juste une poignée de PFAS de SPFA qui sont analysables et chaque analyse entraîne des coûts. Donc, de façon un peu analogue aux pathogènes où on analyse seulement la présence de salmonelle et de coli, bien qu'il existe des milliers, des millions de sortes de bactéries différentes, on a identifié les SPFA qui serviraient d'indicateurs de contamination. Alors, pour qu'une MRF soit catégorisée I1, José, il faut que les résultats de chaque paramètre individuel et du paramètre sommatif soient inférieurs au seuil I1 qui sont fixés. Tous les résultats doivent être inférieurs au seuil I1. En revanche, si au moins un résultat des 3 paramètres est supérieur au seuil I1, et que tous les autres résultats sont inférieurs au seuil I2, la MRF sera catégorisée I2. Donc, c'est la même logique que la catégorisation pour le C. Donc, là, tu as parlé du I2. De la même façon, si on a quelque chose, une analyse là, qui dépassait le paramètre I2, on serait en présence d'une MRF qui serait hors catégorie pour le paramètre I. C'est exactement ça. Alors, José, à la lumière de toute l'information que je t'ai partagée, je te présente maintenant les données d'analyse d'un échantillon de biosolide municipal provenant de stations mécanisées. Saurais-tu me dire quelle est la catégorie C, P et E de cet échantillon? Oui, ben on va commencer par décortiquer le tableau. On mentionnait tout à l'heure qu'on a des paramètres qu'on analyse, mais qui ne servent pas à la catégorisation. C'est ce qu'on retrouve ici dans le haut du tableau. Donc, des paramètres qui sont plus utiles pour la recommandation agronomique ou d'autres exigences, par exemple pour le stockage en amas, la cécité va être importante. Ce sont des analyses qui doivent être effectuées en vertu du tableau 8, mais qui ne servent pas à la catégorisation. Si je passe ensuite aux analyses de métaux et dioxines et furanes, là, je vais comparer mes résultats d'analyse avec le tableau 1 de l'annexe 1 pour les métaux qui y figurent. Donc, je pourrais prendre, par exemple, ici, l'arsenic est à 3,2, le seuil C1 est à 13. Donc, mon échantillon est C1 pour l'arsenic. Et là, je procéderai de la même façon pour l'ensemble des paramètres qui me permettraient de conclure que mon échantillon ici est C1. Ensuite, si on va pour le P, donc je vois pour le E. coli, j'ai une analyse qui me démontre que j'ai 14 000 E. coli par gramme. Et là, je compare à mon tableau 3 de l'annexe 1 qui me dit que je dois avoir moins de 2 millions de colis par gramme. Et là, sous réserve que je respecte l'ensemble des dispositions à cette puce-là, je pourrais conclure que mon échantillon est P2. De façon analogue, ensuite, pour les corps étrangers, je viens comparer mes résultats d'analyse aux teneurs du tableau 6 de l'annexe 1 et je suis capable de conclure que mon échantillon est E1. Alors, José, on va finir en abordant l'attribution de la catégorie O pour les MRF pour les échantillons qui n'ont pas une catégorie O par défaut. Alors, il s'agit ici de se référer à l'annexe 3 du Code de gestion des matières résiduelles fertilisantes qui décrit
de façon très précise la procédure pour procéder au flairage, un test de flairage d'un échantillon et ainsi attribuer par voie de conséquent des catégories aux échantillons et conclure sur la catégorie qui sera attribuée à la MRF pour sa valorisation. Je ne vais pas rentrer en détail sur cette procédure-là parce qu'elle fera l'objet d'une capsule spécifique et on vous informera le moment opportun de la disponibilité de cette capsule. Mais cependant, je tiens encore à rappeler que les MRF qui sont listés au tableau 4 de l'annexe 1 et qui ont une catégorie olfactive par défaut peuvent le générateur de ce type de MRF-là peut procéder au flairage ou à l'olfactométrie pour améliorer la catégorie O qui est assignée à sa MRF. Oui, et je pense qu'on voulait préciser que l'olfactométrie ne permet pas de catégoriser une MRF ou un échantillon comme étant O1 ou O2. Ça permet seulement de distinguer entre un échantillon O3 ou hors catégorie. C'est exactement ça, José. Donc, on a parlé de la catégorisation des échantillons. Maintenant, comment est-ce qu'on procède pour catégoriser une MRF? Alors, dans un premier temps, on va prendre en considération l'ensemble des résultats d'analyse obtenus pour tous les échantillons qui ont été prélevés et analysés au cours des 12 derniers mois. Puis là, cette comparaison-là de l'ensemble des échantillons, c'est vraiment variable d'un paramètre à l'autre. On va venir l'expliquer beaucoup plus en détail dans une autre formation sur l'échantillonnage et l'analyse plus tard. Mais par exemple, pour le paramètre C ou le I, on fait des moyennes. Puis on vient comparer nos moyennes avec notre tableau 1, par exemple, de l'annexe 1 pour le C, comme on avait vu plus tôt. Tout à fait. À cela, on va additionner une deuxième règle. Il y a d'autres règles qui vont rentrer en considération. À titre d'exemple, pour la catégorie C, le paramètre E, il faudra de plus que pour chaque paramètre, 2/3 des analyses qui ont été réalisées confirment le paramètre. Il se passerait quoi si jamais la règle du 2 sur 3 n'était pas respectée? Dans ce genre de circonstances, ce qui est recommandé, c'est de prélever des échantillons additionnels. Ces échantillons-là doivent être indépendants l'un de l'autre, donc sur des lots différents. Autrement, il faudra valoriser selon le niveau le plus strict ou éliminer la MRF, malheureusement. D'accord. Puis un petit peu plus tôt, j'ai parlé que pour le I, on pouvait faire la moyenne. Je tiens juste à mentionner, le code exige une seule analyse par année pour le paramètre I. Donc, on ferait une moyenne uniquement si, sur une base volontaire, le générateur a décidé de faire plus d'une analyse. C'est une très bonne remarque, José. Comme je viens de mentionner, pour les SPFA, on dit qu'il y a une analyse exigée par année. Dans le fond, c'est au tableau 9 de l'annexe 1 qu'on retrouve les exigences de nombre d'échantillons en fonction du volume de MRF produit et du paramètre. Donc, on peut bel et bien voir là, que pour SPFO, APFO et sommation, on est à 1 dans tous les cas. Puis dans les autres cas, là, il s'agit de voir vous vous situez dans quelle catégorie. Daniel, on parlait plutôt qu'on a des échantillonnages réguliers et de vérification. Est-ce qu'on peut inclure notre échantillonnage de vérification dans nos 2, 4, 12 échantillons annuels à analyser? José, c'est tout à fait permis de comptabiliser l'échantillon de vérification dans le nombre minimum d'analyses qui sont requis, mais l'échantillon de vérification jouera quand même son rôle d'échantillon de vérification dans le processus de catégorisation de la matière résiduelle fertilisante, c'est-à-dire que, comme on va le voir dans les diapositives suivantes, il faudra comparer les résultats obtenus pour l'ensemble des échantillons avec ceux de l'échantillon de vérification. Super. Donc là, j'ai comparé l'ensemble de mes résultats avec les limites permises et mes résultats respectent la limite la règle du 2 sur 3. C'est quoi la suite? Alors, comme je l'ai mentionné en répondant à ta question précédemment, il faut maintenant que mon échantillon de vérification joue son rôle d'échantillon de vérification.
Donc, il faut que je compare les résultats que j'ai obtenus pour l'ensemble des échantillons que j'ai prélevés et analysés au cours de la période des 12 derniers mois avec les résultats de l'échantillon de vérification. Et c'est les règles établies pour faire cette comparaison-là sont dans les tableaux 12, 13 et 14 du Code de gestion des matières résiduelles fertilisantes que nous allons voir bientôt. Donc, regardons les fameux tableaux 12, 13 et 14. Donc, on peut voir dans la colonne de gauche, pour chacun des tableaux, c'est la catégorisation telle que déterminée pour l'échantillon, pour l'ensemble des échantillons. Donc, pour la catégorie C, on avait dit que c'est en effectuant la moyenne. Pour la colonne du centre, c'est la catégorie qui est attribuée par l'échantillonnage de vérification. Et à droite, c'est la catégorie de la MRF qui va être utilisée dans le cadre de la valorisation. Donc, on peut voir, supposons que l'ensemble de mes échantillons sur les 12 derniers mois donnait une catégorie C1, mais que l'échantillonnage de vérification me disait que c'était hors catégorie. On va attribuer une catégorie à la MRF, malheureusement, hors catégorie. Dans tous les cas, on est toujours à prendre la catégorie la plus stricte, puisque c'est ce qui est le plus sécuritaire d'un point de vue environnemental. Donc, ça résume l'interprétation de ces tableaux-ci. Alors, José, maintenant, je vais spécifier les règles qui s'appliquent à la caractérisation des mélanges. Le mélange est défini dans le Code de gestion des matières résiduelles fertilisantes à son article 2. C'est des MRF qui sont caractérisés individuellement, catégorisés individuellement et qui sont mélangés sur un lieu d'élevage, un lieu d'épandage ou le lieu d'une activité d'aménagement forestier. Autrement dit, si on procède à des mélanges de MRF sur le lieu de production de la MRF, ce mélange-là sera considéré comme une nouvelle MRF sur laquelle il faudra faire des analyses de catégorisation. Alors, comment est-ce qu'on catégorise un mélange? Alors, pour catégoriser un mélange, on a deux approches. La première approche, c'est l'approche conservatrice. On attribue au mélange la catégorie la plus stricte pour chaque famille de paramètres C, P, O et E. L'objectif ici est d'éviter que les mélanges qui sont faits sur les lieux d'élevage, les lieux d'épandage ou les lieux d'une activité d'aménagement forestier aient à recourir à des échantillonnages et à l'analyse. La deuxième approche s'applique simplement pour les catégories C et I. C'est une approche par proportion, c'est-à-dire qu'on va considérer la contribution de chaque MRF à la charge totale en contaminants chimiques ou en paramètres de la catégorie I. Donc, ça veut dire que si je mettais, supposons, 30% d'une MRF I2 avec 70% d'une MRF I1, je calculerais le prorata là, avec une règle de 3 pour chacun des paramètres de ma catégorie I pour savoir c'est quoi ma concentration finale. Puis si jamais j'obtiens une catégorie I1 grâce à ce calcul-là, je pourrais procéder à la valorisation de la MRF selon les critères d'une MRF I1 sans faire analyser. C'est bien ça? C'est ça. Je t'ai promis de revenir sur les catégories par défaut en lien avec les mesures transitoires. Dans un premier temps, toutes les catégories O obtenues par l'application de tests de flairage associés au guide sur les matières résiduelles fertilisantes sont reconduites. Aussi, jusqu'au 1er novembre 2026, les biosolides municipaux sont I2. Il s'agit de biosolides municipaux générés au Québec. Toutes les autres MRF de la liste 1 de l'annexe 2, de la liste 2 de l'annexe 2, c'est-à-dire les matières pour lesquelles il faut faire des analyses de SPFA, sont catégorisées I1.
C'est important de mentionner que la mesure transitoire pour les biosolides municipaux ne s'applique pas aux biosolides municipaux qui ont été générés hors du Québec. Oui, dans le fond, on parle de mesures transitoires. Notre objectif, c'est qu'on soit capable de continuer à valoriser nos MRF malgré l'entrée en vigueur d'un nouvel encadrement. On sait que l'analyse des SPFA, c'est assez nouveau. Il y a encore peu de laboratoires qui proposent cette analyse. La catégorie par défaut pour la première année de l'entrée en vigueur du code, ça permet de donner le temps aux générateurs de faire analyser leur MRF, mais à terme, on veut que l'analyse soit faite, là. Puis on se protège en attribuant une catégorie par défaut hors catégorie pour l'extérieur du Québec, puisque dans le fond, on oblige l'analyse pour que ce soit recyclé. Il faut savoir que quand on a déterminé nos critères, on prenait en compte la réalité québécoise, donc on veut s'assurer de la sécurité des activités de recyclage. Alors, José, on a partagé énormément d'informations à travers cette capsule-ci. Je pense qu'il serait judicieux que tu nous dises ce qu'il faut retenir. Oui, alors, dans un premier temps, on a parlé qu'on peut catégoriser un échantillon de MRF, une MRF ou un mélange. Pour catégoriser un échantillon, il faut comparer les résultats d'analyse au seuil réglementaire pour chaque paramètre, ou alors on se prévaut d'une catégorie par défaut qui est prévue par le cas échéant. Pour la catégorisation de la MRF, on peut utiliser encore une fois une catégorie par défaut, avec la nuance que pour la catégorie E, il faut quand même faire l'échantillonnage accrédité, on le rappelle. Et sinon, lorsqu'on procède à l'analyse, il faut comparer l'ensemble des résultats sur les 12 derniers mois aux paramètres qui sont prévus par le code et s'assurer de respecter le 2 sur 3. Il faut également que l'échantillon de vérification respecte les seuils. Et finalement, pour les mélanges, on peut soit utiliser la catégorie la plus stricte ou pour les catégories C et I, faire un calcul au prorata de chaque quantité, la quantité de chacune des MRF qui sont mélangées, calculer la concentration finale en contaminant en chaque paramètre pour les comparer au seuil et attribuer notre catégorie. Et c'est cette catégorie-là ensuite qui est retenue pour la valorisation, donc pour les différentes exigences qui peuvent s'appliquer. Merci, José. Merci, Daniel. Pour toute question à la suite de cette présentation, nous vous invitons d'abord à consulter notre site web qui comprend les liens vers les différentes capsules comme celle-ci, ainsi que différents outils d'accompagnement que nous développons à mesure qu'ils sont disponibles. Si vous êtes un professionnel et que vous avez des questions spécifiques à un projet, vous pouvez utiliser le formulaire de demande de renseignement disponible sur notre site web en prenant bien soin dans le menu déroulant « Objet de la demande » de sélectionner l'option « Projet à réaliser, autorisation environnementale, interprétation réglementaire » de manière à ce que votre question soit acheminée aux personnes appropriées. Finalement, pour vous tenir à l'affût des nouveautés dans le secteur des matières résiduelles fertilisantes, être au courant lors de nos différentes publications, vous pouvez vous inscrire à notre infolette en écrivant à l'adresse visible à l'écran. L'ensemble des liens et des adresses visibles à cette diapositive seront également ajoutés en description de la vidéo. Merci beaucoup!